Bonjour Noémie, Bonjour Jeanne, merci beaucoup d'avoir accepté ce moment avec moi sur ma chaîne YouTube. merci à toi. Donc aujourd'hui on va parler de ta carrière, de tes projets. On est actuellement au Théâtre Montfort à Paris dans lequel tu es en train de jouer tous les soirs. Tu vas nous en parler également. Écoute, ce que je te propose c'est de commencer par le début. J'aime toujours poser cette première question, c'est comment tu as découvert la musique et comment tu as commencé le violoncelle. Je suis née dans une famille où il y avait j'avais déjà deux grands frères musiciens. Ils avaient 7 ans et 10 ans de plus que moi, donc voilà, ils étaient quand même nettement plus grands. Et ils faisaient tous les deux violon et piano. Et ma mère avait toujours, depuis son plus jeune âge, été passionnée de musique, rêvait de ça, rêvait d'une vie de musique, quoi. Et elle rêvait de musique pour ses enfants. En fait, il n'y avait pas vraiment le choix, à vrai dire. Elle avait pu faire du piano. Elle a été professeure de piano toute sa vie, mais à la maison, à l'intérieur, quoi. Et elle n'a jamais pu, ou je pense, osé faire des concerts professionnels. Elle venait d'une famille de cheminots, pas du tout voilà, d'une vie culturelle. Donc je pense que c'est difficile d'assumer tout à coup de devenir musicienne professionnelle. En tout cas, la musique a fait partie de sa vie tout le temps. Et encore aujourd'hui, le piano est absolument indispensable dans son foyer, dans son domicile. C'est un repère, quoi. Et donc, nous, les enfants, on a été mis à la musique très tôt. Donc, j'ai commencé par le piano, moi, vers 5 ans. Et puis, je pense que, je ne me souviens pas très bien, mais je pense que ça faisait quand même un peu de bisbille d'avoir 2 pianistes dans une même fratrie. Et donc, vers 7 ans, je me suis mise au violoncelle. Voilà. Alors évidemment, du coup, tu comprendras rapidement que le calcul était bien vu puisque dès que j'ai eu 11-12 ans, on a pu commencer à faire du trio avec mes frères. Et on a fait plusieurs années de trio qui s'appelait le trio Boutin, tout simplement. Et on a beaucoup joué ensemble pendant un paquet d'années. Et qui était ton premier professeur ? Alors, j'ai commencé à Chambéry, je suis née à Chambéry. Donc j'ai commencé avec Gilles Goubin au Conservatoire de Chambéry. Et puis très vite, je dirais que 2 ans plus tard, je me suis retrouvée à Lyon au CRR avec Patrick Gabard, qui était à l'époque vraiment le professeur de violoncelle pour préparer aux grandes études, quoi. Est-ce que très rapidement, Patrick Gabard a vu tes capacités, parce que tu es rentrée très jeune après au Conservatoire supérieur de Lyon. Comment ça s'est passé En fait, ça s'est passé déjà dès Chambéry. En fait, apparemment déjà le piano, ça allait très vite. Le violoncelle, c'est allé très vite. On était 2 d'ailleurs, enfin 2, je veux dire. On n'était pas 2 violoncellistes, mais on était 2 violoncellistes à aller très vite puisque moi j'étais la voisine et la copine de Gauthier Capuçon. On était à l'école ensemble. Et donc au conservatoire ensemble aussi, et de Chambéry. Et voilà, on était un petit peu les 2 phénomènes, quoi, à Chambéry. Donc très tôt, on était dans les événements festifs, musicaux de Chambéry. Je me rappelle qu'on avait joué le double concerto de Vivaldi, mais voilà, on devait avoir, je te dis, moins de 9 ans, quoi. Wow. Et donc, quand je suis arrivée au CRR à Lyon, je suis arrivée, je crois, avec un concerto de Rombert ou quelque chose comme ça. Et puis là, Patrick a dit « Ouh là là, on va calmer tout ça. On va mettre le pied sur la pédale de frein et puis on va reprendre un peu calmement les choses. » Parce que là, ça va aller trop vite, quoi. Et donc, il n'a eu de cesse, jusqu'à mon entrée au CNSM de Paris, d'essayer de ralentir les choses. Et je me souviens toujours qu'il me disait « Ne va pas trop vite, passe plus de temps sur tes morceaux. » Ça, c'était vraiment un de ses mantras. Et aussi, il m'a beaucoup fait travailler la posture. En fait, le souci avec le fait d'aller très vite, les enfants peuvent aller très vite, on le sait,
Ils ont des capacités extraordinaires. Mais après, il y a le corps. Et jouer du violoncelle, on le sait bien, c'est physique. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, si ça s'emballe trop vite et que le corps ne suit pas, et en plus sans entraînement sportif ou quoi à côté, se déclenche, et c'est ce qui s'est passé pour moi, des problèmes de tendinite, etc. Donc voilà, Patrick, il m'a beaucoup fait travailler ça, la posture, des longues séances devant le miroir pour tout repérer, tout ajuster, tout ça. Parce que déjà, jeune à cet âge-là, tu avais des problèmes de tendinite? Moi, les problèmes de tendinite, ça a commencé vers 13 ans. Ah ouais, d'accord. Et tu attribues ça au fait que ça aille trop vite? C'était pas une mauvaise posture, enfin une mauvaise manière de jouer, c'était juste que tu prenais pas assez le temps? Disons que je pense pas avoir une mauvaise posture en soi. Je parle au présent parce que je suis encore en train de la travailler, même à plus de 40 ans. Mais enfin, on le sait bien, c'est quand même... je veux dire, si on analyse quelqu'un en train de jouer en concert ou en concours ou en audition, enfin, ou même dans sa chambre, je pense qu'on verra toutes les tensions qui se mettent ici et là, dans le cou, dans le visage, dans les bras. Et on ne peut pas être impeccable. Ça, je ne le crois pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est le reste du temps, faire travailler le corps autrement, l'assouplir, le détendre et tout ça. Et si ce temps-là n'est pas pris, ça va être compliqué. Donc moi, à 13 ans, j'avais déjà tellement donné avec le corps que oui, je pense qu'il était déjà en surchauffe. Ok. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a, pour les enfants précoces, comme on dit, il y a des concours dans toutes les régions de France et de Navarre. Donc ça s'accompagne de ça aussi. C'est toujours être en préparation de concours, aller faire des concours. Donc tout ça, c'est beaucoup de tension. Tu en as beaucoup fait des concours? Oui. Ah ouais. Et ça te plaisait? Oui, j'aimais bien. Après, le souvenir qu'on a de quand on est enfant et ce qu'on vivait vraiment, je crois que c'est quand même... on ne sait pas tout. Moi, j'ai le souvenir que j'aimais bien, d'autant que je les gagnais, les concours, alors c'était plutôt sympa de recevoir des médailles et tout ça. Mais je pense quand même que c'était stressant. Et donc, à ce stade, tu travailles avec Patrick Gabard et lui, il va t'envoyer au Conservatoire de Paris? Oui, enfin lui, c'est pas tellement lui. De toute façon, c'était la voie... Comment dire, il n'y avait pas tellement d'alternatives. C'était Paris ou Lyon. Je crois qu'il aurait peut-être préféré que j'aille à Lyon pour rester un petit peu en lien. Enfin, c'est vrai que je pense pas qu'il trouvait ça tout à fait souhaitable que je parte si tôt à Paris. Mais en tout cas, je me suis présentée à Paris et j'ai été prise à Paris et j'ai été prise chez Roland Pidoux. D'accord. À quel âge? 13 ans. D'accord. Tu es partie toute seule à Paris? Oui. Enfin, au début, j'étais à moitié à Paris, à moitié à Lyon. D'accord. Pour suivre encore le lycée. Et puis, je pense qu'au bout de 2 ans, je me suis installée à Paris, quoi. D'accord. Alors, comment ça s'est passé les premiers cours avec Roland Pidoux? Oh, c'était très chouette. Dans la classe de Roland Pidoux, où il y avait une très bonne ambiance. Bon, les élèves étaient plus âgés que moi. Hein. C'était pas... Je sais pas, j'étais un peu isolée, quoi, dans mon cas. Mais l'ambiance était, oui, très conviviale, quoi. D'accord. Et puis, Roland, il parlait essentiellement de musique. Donc, j'ai des souvenirs de cours vraiment, voilà, qui étaient vraiment sur la sensibilité et c'était chaleureux, quoi. Et comment se sont passées tes années au CNSM en général? Est-ce que ça t'a conforté que tu voulais vraiment faire du violoncelle? Est-ce que tu as eu des moments de doute? Pendant le CNSM, c'est passé relativement vite. Hein. C'était 3 ans d'abord, avant d'avoir mon prix.
Donc, bon, ça passe très vite. Il faut travailler, il y a la musique de chambre. Les semaines passent comme des flèches. Puis bon, j'avais encore le lycée à faire et le bac à passer, tout ça. Donc, c'est quand même, oui, c'est passé très vite. Jusqu'au prix, c'est passé très vite. Et puis après, c'est après que ça s'est compliqué. Donc après, j'ai fait un perfectionnement, ce qu'on appelait à l'époque un perfectionnement. Donc ça, c'était 2 ans. Donc ça, je l'ai fait chez Roland et chez Philippe Muller. Donc en double classe, quoi. Et c'est là, bah, du coup, je commençais à avoir 17, 18, 19 ans, et donc à sortir du statut de l'enfant précoce. Et c'est là que ça a été compliqué. Là, il y a un statut qui change, et en fait, personne n'accompagne vraiment ça. Et en fait, c'est très dur à vivre parce que tout à coup... ouais, tout change. C'est-à-dire qu'on n'est plus enfant, on est jeune adulte, on n'est plus dans la case de l'enfant précoce, mais on est dans quelle case du coup? Et puis du coup, ça veut dire qu'il faut passer un stade, notamment sur les concours. Donc là, on commence à s'attaquer aux grands concours internationaux et tout ça. Et en fait, moi, c'est là que j'ai commencé un peu à en baver, quoi, psychologiquement, physiquement aussi. Je commençais vraiment à avoir des grosses tensions dans les mains, dans les bras, douloureuses, quoi. Et en fait, là, j'ai commencé à avoir des doutes. Ok. Alors, c'était pas tant... à cette époque-là, c'était pas tant pourquoi je fais du violoncelle et tout ça, mais c'était surtout continuer à travailler comme ça... je savais plus trop, j'avais plus trop de motivation, je dirais. J'ai perdu un peu l'enthousiasme. Puis ça faisait quand même quelques années que j'étais seule à Paris. C'est pas simple d'être au CNSM de Paris, c'est pas les bisounours. Hein. Et quand en plus on manque de cadre ou d'accompagnement, ça fait long, quoi. Donc là, ouais. Et donc petit à petit, j'ai commencé à rater des concours. Et ça, je pense que c'était très dur pour mon ego et mon moral. Et puis je ne savais pas comment sortir de ces histoires de tendinite ou de douleur. Donc, je voyais des spécialistes, des gens et tout ça, mais ça ne changeait pas, ça ne s'améliorait pas. Donc, ouais, en sortant du perfectionnement, j'étais un peu perdue. J'ai quand même travaillé 1 an avec Jean-Guyen Queyras. Et ça, c'était très motivant de rencontrer cette personne. J'étais très, très curieuse de ce violoncelliste je crois qu'il avait déjà enregistré les suites de Britten à l'époque. Il parlait beaucoup de musique contemporaine. Pour moi, ça ouvrait une porte qui m'intéressait beaucoup. Et j'étais très contente de le côtoyer. Voilà. Et puis après, voilà, il y a eu une période un peu, on va dire, d'errance. D'accord. Les problèmes physiques dont tu parles, est-ce que c'était, quand tu dis que ça s'empirait ou que tu n'arrivais pas à les résoudre, est-ce que c'était lié à un certain type de répertoire qui ne te convenait pas? Est-ce qu'il y avait des répertoires où Enfin, parce que j'imagine que tu savais très bien t'échauffer, prendre le temps tu avais plein d'outils, mais comment ça se fait que tu arrivais... Non, à vrai dire, j'avais pas plein d'outils quand je regarde aujourd'hui. En fait, Jörg Müller, avec qui je joue là tous les soirs en ce moment, c'est un circassien donc, et j'ai commencé le spectacle, on a créé le spectacle il y a 10 ans, en 2014. Je crois que c'est un peu la première personne qui m'a dit « Attends, mais là, tu vas te mettre à jouer alors que tu t'es pas échauffé ?» Et j'étais « Bah oui !» Et c'est la première personne qui m'a dit « Mais c'est pas possible, enfin, on peut pas faire ça, quoi. » Donc, tu vois, c'était il y a 10 ans. Et donc, non, je pense que je manquais cruellement d'outils pour me soigner, quoi. Ou m'entretenir, ou me... Ouais. Parce qu'en fait, quand tu étais petite, tu étais tellement douée que tu prenais ton violoncelle, ça marchait tout de suite, et du coup, tu n'avais pas les outils, c'est ça? Oui, je dois dire que... Bon, donc Patrick Gabard a beaucoup travaillé là-dessus,
Mais bon, je sais pas, enfin, quand on a entre 9 et 13 ans... Bah oui, t'es impatiente. Oui, voilà, bon. Et puis comme je disais, lui, il avait tendance plutôt à me dire arrête d'aller trop vite. Je pense que ça carburait, quoi. Et après, Roland Pidou, c'était pas son domaine, quoi. Lui, il m'avait dit, j'ai jamais eu de tendinite de ma vie, moi je sais pas comment ça arrive, ces trucs-là. Donc on n'en parlait pas trop. Et voilà, donc en fait les années passaient et j'ai pas été bien accompagnée là-dessus, et moi-même j'ai pas eu la présence d'esprit de me dire bon bah il faut trouver quelque chose dans le corps, un entraînement, voilà. Donc oui, je me rappelle très bien que Jörg il me disait non, ça c'est pas possible. Ça a déclenché chez toi une recherche de vraiment faire attention à plusieurs éléments, à chaque étape d'échauffement. Oui, bien sûr. Du coup, maintenant, c'est très présent. Par exemple, pendant les ateliers du violoncelle, quand on a commencé les ateliers du violoncelle il y a 5 ans, ma thématique, c'était le corps. Parce que Eric Maria ou Vincent, on avait décidé de se répartir des thématiques, et moi, c'était le corps. Alors pourtant, je suis pas... je suis pas une référence avec mes tendinites, mais c'est quelque chose que j'ai tellement conscientisé, que j'ai tellement réfléchi que, en tout cas, j'ai l'impression que je peux beaucoup échanger et partager là-dessus, quoi. Et Dieu sait que, je sais pas pourquoi je parle de Dieu, mais les stagiaires que je rencontre, les jeunes gens que je rencontre, sont tous et toutes confrontés quasiment à cette problématique du corps en jeu, des douleurs, combien de musiciens, musiciennes ont dû s'arrêter dans leur carrière, même momentanément, mais parce qu'ils ont une dystonie de fonction ou quelque chose qui marche plus. Ça, on n'en parle pas dans notre milieu, mais c'est monnaie courante. Donc oui, maintenant c'est très présent, et c'est vrai que j'ai plaisir à en parler avec les jeunes, quoi, parce que c'est vraiment important. En fait, moi maintenant, les gens que je vois, kinés, etc., me disent mais en fait, vous faites un métier similaire à un métier d'athlète, quoi, aussi bien physiquement que mentalement, et donc il faut un accompagnement. Je pense qu'à part quelques constitutions, comme Roland Pidou visiblement, je pense que c'est rarissime de ne pas se faire mal. Mais ce que tu dis là, je trouve ça rassurant, parce que quand on a mal, on se dit qu'on a fait quelque chose de mal, oui. On n'a pas fait ce qu'il fallait, et du coup on n'en parle pas beaucoup. Oui, puis étant donné que c'est assez tabou, effectivement, mais ce que tu racontes, je l'ai déjà rencontré à maintes reprises. Un violoncelliste ou une violoncelliste, même professionnelle, qui me dit « Ah, t'as mal ? Ah, mais parce que moi, vraiment, cette suite de Bach, je ne peux pas la jouer, je ne comprends pas. » Mais en fait, c'est complètement normal. Ben oui, mais c'est pour ça que je te demandais aussi le type de répertoire, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des pièces, moi aussi, mais bon, moi c'est la sonate de Kodály, peu importe, mais tu sais, tu ne peux pas, on n'y arrive pas, quoi. Ouais. Effectivement, je pense que selon la posture qu'on a fini par enregistrer, puis bon, ça c'est vraiment difficile de changer au cours d'une vie, une fois on peut ajuster un petit peu, puis s'il faut, il faut, mais bon, en tout cas, on a chacune nos particularités, quoi, nos singularités. Est-ce que c'est plus une voûte? Est-ce que c'est plus... est-ce que le pouce est tendu, pas trop tendu? Je pense que du coup, il y a des pièces qui, effectivement, en fonction de ça, je pense qu'il faut laisser tomber. C'est pas la peine de... Oui, c'est triste de ne pas pouvoir jouer la sonate de Kodály, mais il y a plein d'autres choses. Et par contre, c'est vraiment dommage de souffrir, quoi. Ou alors, si vraiment c'est
indispensable de jouer la sonate de Kodály. Moi, j'ai l'impression qu'il faut un temps infini pour que le corps enregistre, que ça ne va pas faire mal. Et du coup, il faut vraiment y aller en douceur et avec du temps très long et que la main comprenne que ça va aller. C'est vrai que c'est des écarts immensissimes, notamment pour des mains de femmes. C'est quand même pas évident, quoi. Donc je pense que c'est aussi envoyer au cerveau des informations comme quoi ça va bien se passer, mais tout ça prend un temps. Oui. Voilà. Je reviens au spectacle que je joue là. Je vole à moitié en jouant la 5e suite de Bach. Il y a un risque, comme dans le cirque, que vraiment je me casse la figure et que je me fasse extrêmement mal. Pendant les premières années du spectacle, j'avais mon cerveau qui me racontait des scénarios catastrophes et ça me faisait très peur et j'avais des trous de mémoire et voilà. Maintenant, je suis très sereine, j'en profite pleinement de cet envol. Je veux dire par là que parfois il faut quand même beaucoup de temps pour que le cerveau soit serein, quoi. Et du coup, depuis 10 ans que tu as été alertée par ce manque d'échauffement dont tu parlais, quels outils tu as mis en place? Je ne sais pas si tu fais quelque chose quotidiennement ou systématiquement avant de jouer, pendant que tu joues ou après que tu joues? Alors, je suis toujours une très mauvaise élève, malgré ces 30 ans d'expérience qui auraient quand même dû me dire qu'il faut être discipliné. Je ne suis toujours pas disciplinée à ce stade de ma vie, mais je n'ai pas perdu complètement l'espoir. Donc en fait, j'essaye d'avoir une pratique déjà physique régulière. Bon, moi, par exemple, j'aime pas trop le sport. J'aime pas trop me faire mal, j'aime pas trop tout ce truc de dépasser ses limites ou cette grande légende pour moi de quand on se met à courir, au bout d'un moment, ça devient un plaisir, etc. Tout ça, pour moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais été jusque-là dans ce monde-là. Je sais pas pourquoi je résiste à ça. Il y a un truc qui ne veut pas. Je pense que j'ai tellement dépassé des limites au violoncelle que je crois que là c'est bon. Bref, non, par exemple, il y a des disciplines comme le yoga, moi qui me vont hyper bien. Et du coup, par exemple, à Lyon, il y a une école de yoga en bas de chez moi et j'ai pu à des périodes y aller une fois par semaine. Bon, avec nos métiers, je trouve que c'est tellement dur d'avoir une pratique régulière. Parce que c'est déjà une logistique tellement intense de prévoir semaine après semaine les trajets, les allers, les retours, les rendez-vous, etc. Donc moi je trouve que c'est très difficile. Mais en tout cas, il y a eu des périodes où j'ai pu faire ça une fois par semaine. Et en tout cas, être toujours en alerte de Noémie ne laisse pas passer des semaines et des semaines sans avoir une activité physique, quoi. Quelle que soit l'activité. Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est aller à la piscine? Bon, bref. Et puis après, il y a les moments où les tendinites reviennent. Et là je me mets en... là, je me réveille et je me dis, bon, là, par contre, maintenant, c'est tous les jours. Et là, oui, c'est étirement, souplesse, renforcement, kiné, voilà. Là, c'est tous les jours. Par exemple, en ce moment, là, je joue 5 fois le spectacle d'affilée, donc tous les soirs. C'est vraiment intense. Donc là, tous les jours, c'est exercice le matin, exercice le soir, exercice dans la journée, échauffement avant de jouer, boire 3 litres d'eau. Enfin, voilà, ça, c'est la base. L'alimentation aussi, pour aider. Et je trouve ça très intéressant que tu nous partages cette hygiène pré-performance pendant des moments de concert intense, de spectacle intense, parce que c'est vrai que c'est quand même une question qui est très présente, quel que soit le niveau en fait auquel on joue, de comment prendre soin de son corps, parce que
Quand on dit qu'on est comme des athlètes, oui et non, et en même temps, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas non plus en train de faire le saut, faire du triathlon, quoi. Tu vois, c'est difficile quand même. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, je comprends ce que tu veux dire, on pourrait se dire, non quand même, on n'est pas à ce niveau-là. Puis en plus, quand on regarde notre corps, c'est pas vraiment comparable avec des corps d'athlètes. Mais si, en fait, c'est vraiment, là on me l'a dit, on me l'a redit, ce qui se passe pendant un concert, vraiment c'est du même acabit, quoi, au niveau d'aller pomper dans les ressources, d'aller pomper dans tout, quoi, les cellules, les graisses, c'est vraiment très très puissant, sans compter encore une fois ce qui se passe dans la tête. Le mental, c'est très très... Oui, c'est ça, ça pompe énormément. Si ça peut aider en tout cas et éviter à certaines personnes d'aller faire 1000 séances d'ostéopathie, de nutritionniste, etc. En tout cas, les grands points que j'ai fini par comprendre, c'est l'hydratation. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Et par exemple, en période de jeu, de concert, c'est 3 litres d'eau par jour, quoi. C'est vraiment pas moins, quoi. Et l'alimentation, ça je l'ai découvert un peu sur le tard. Moi, ça ne me préoccupait pas trop avant. Mais en fait, par exemple, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était très, très, très important de manger des protéines. Donc, comme les fameux sportifs, quoi. Mais parce que les protéines, c'est la structure du corps. Donc, sans la structure, ça va être compliqué quand même. Donc, en fait, voilà, c'est hyper important de manger des protéines matin, midi et soir dans ces périodes intenses. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui paraissent, c'est vrai, hein, parfois étonnantes. Quand tu es musicien, tu as du mal à te connecter à ce rôle, cette posture de sportif ou de quelqu'un qui est dans une performance physique. Mais je crois qu'il faut vraiment l'accepter et donc faire tout ce qu'il faut, quoi, pour entretenir cette machinerie. Et au niveau, tu parlais des étirements, plusieurs fois dans la journée? Oui. Ok. Bah, en fait, ça aussi, c'était moi, à Lyon, j'ai une masseuse qui est géniale, qui fait du tuina. Et elle travaille essentiellement avec les artistes, donc de toute discipline. Et elle m'avait, par exemple, dit quelque chose qui m'avait beaucoup frappée. Elle m'avait dit les soirs de première, dans les spectacles, quand on joue pour la première fois, alors c'est vrai que ça fait parfois 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on prépare un spectacle, puis là c'est la première. Bon, qu'est-ce qu'on fait? La fête. Et ça, c'est vraiment culturel et on ne peut pas imaginer faire autrement. Et en fait, elle me disait, ça va à contrario complètement de ce que le corps a besoin à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'enjeux, de pression autour de cette première, et ça va tellement pomper loin que ce qu'il faudrait absolument faire après cette première, c'est un massage et dodo, quoi. Et boire de l'eau, et voilà. Et donc, ça m'avait fait rire, parce que je me disais, ah oui, on est loin du compte, mais là, c'est un peu pareil, en tout cas pour les concerts, surtout s'il y en a beaucoup, c'est vraiment après prendre un temps de détente, pas se jeter sur boire de l'alcool ou aller voir des gens ou se coucher très tard. Ou vraiment, voilà, dans l'idéal, c'est prendre un petit temps d'étirement. Pareil, en fait, on n'imagine pas après un footing et tout ça, se jeter sur des bières et voilà. Oui. On va faire quelques étirements et puis on va souffler un peu, quoi. Voilà. D'accord. Par rapport à cette préparation, mais sur le violoncelle, est-ce que tu fais des choses spécifiques pour t'échauffer avant ou après avoir joué? En fait, sur le violoncelle et pendant, j'essaye vraiment d'observer. Alors, c'est pas toujours possible. Bon, là, je joue 3 suites de Bach. Je les ai tellement dans les doigts que je peux me permettre de le faire même en jouant. Ça, c'est vraiment agréable. C'est pas toujours possible. Mais c'est tout un tas de choses. Vérifier que la nuque est toujours libre, vérifier que les épaules sont toujours en bas, que le bassin est mobile,
que les pieds sont bien au contact du sol. Enfin, voilà, un tas de petites choses à vérifier avant, pendant et après avoir joué. Okay. Moi, je sais que par exemple, quand je joue, j'ai toujours ma bouche qui se met un petit peu de travers. C'est un tic de jeu, quoi. Bon, ben, c'est évident que ce petit tic, qui n'est vraiment pas très grave, va commencer à créer des tensions un peu partout. Et voilà, en jouant, quand je peux, j'essaye de relâcher la bouche, la mâchoire et de voilà, faire que ça se détende, quoi. En fait, on a tous et toutes des tics de jeu, ça c'est sûr. Il y a toujours des petites choses qui se crispent, ça c'est obligé. Mais en fait, bon, ça crée plein de tensions, quoi. Je sais pas, ça me fait penser à Yo-Yo Ma. C'était un des premiers concerts que j'avais vu à Paris. C'était l'événement, on était allé écouter Yo-Yo Ma et je pense à lui. Je dis pas qu'il a zéro tension, j'en sais rien. Je sais pas, je connais pas son. Mais c'est vrai que quand on le voit jouer, par exemple, ça fait beaucoup de bien, je trouve, de voir cette ouverture, cette mobilité permanente. Il est très proche de la danse, quoi. C'est très aérien, sa manière de jouer du violoncelle. Pour moi, ce serait, par exemple, une bonne référence, quoi. Je me dis, il doit pas trop souffrir. Après, on ne sait pas, mais... vu ce qu'il fait encore à son âge... Ouais, ça a l'air de tenir, ouais. Et pour revenir à ta carrière, comment ça s'est développé pour toi avec la sortie de CNSM, tes premières expériences? Dans quelle direction tu es allée? Oui, je te disais que voilà, il y a eu une période un peu d'errance à ce moment-là. Je disais aussi que voilà, ce Jean-Guy Nkeras à l'époque, voilà, en tout cas sa démarche, ce qu'il enregistrait, ce qu'il jouait, tout ça me rendait très curieuse. Et en fait, il faut savoir quand même, si je rembobine, que pendant toute mon adolescence, j'avais un grand frère, donc Julien, qui a créé un festival en Savoie, en ruralité. Et ce festival marchait très bien, c'était chaque été. Et donc dès, je dirais, mes 15 ans, chaque été, on se retrouvait dans ce festival. Et en fait, ça grouillait de gens, d'artistes, de toutes disciplines. Il y avait énormément de concerts, 2, 3 par jour parfois. Et puis on jouait partout. Et donc on expérimentait plein de choses. Et on jouait à l'aube, on jouait sur l'eau, on jouait dans des grottes. Je me suis retrouvée à jouer la sonate de Crumb dans une grotte à des températures extrêmement basses. Donc bref, tout ça pour dire que j'avais aussi cette formation-là qui m'a évidemment vraiment dirigée vers l'envie de rencontre et l'envie de création et l'envie d'expérimentation et d'amener mon violoncelle dans des endroits divers et variés et aussi auprès de publics divers et variés. Et donc en fait, quand je suis sortie du CNSM, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui frottait entre cette voix très quand même je ne sais pas comment dire, mais un peu carcan des concours qui mènent à ça, avec tel répertoire, tel public, telle salle de concert, tel vêtement. Et puis, une voix peut-être plus singulière, où peut-être on a plus d'autorisation à essayer des choses, à exprimer des choses personnelles. Voilà. Et pour moi, ça a été ça, en fait, qui m'a vraiment remotivée et redonné du sens. Et ça a été notamment par la rencontre avec des compositeurs, des compositrices, de travailler main dans la main avec eux, de comprendre leur langage. J'ai rencontré François Saran, par exemple, qui est un compositeur qui écrit beaucoup avec la voix. Donc j'ai commencé à jouer des pièces avec de la voix, ça m'a énormément plu. D'ailleurs, pour le corps, ça a été très important. De parler ou de chanter en même temps que jouer du violoncelle, ça m'a beaucoup plu parce que
parce que ça permettait de se dégager un peu de ce violoncelle et de faire circuler d'autres choses dans le corps. En fait, pour chanter, pour parler, pour s'adresser à un public tout en jouant, il faut quand même avoir une certaine détente, sinon ça ne marche pas. Bref, voilà, c'est vraiment toutes ces rencontres qui m'ont énormément donné de carburant. Et des rencontres avec des artistes d'autres disciplines, comme Jörg Müller, où là, pareil, ça m'a énormément appris. Jouer les suites de Bach auprès de Jörg Müller, qui est vraiment un circassien hors norme et extrêmement sensible et talentueux, ben, moi, ça m'a beaucoup apporté dans mon interprétation. Jamais je jouerais les suites de Bach comme aujourd'hui si je ne l'avais pas rencontré, si je n'avais pas joué à ses côtés. Donc ça, c'est vraiment des choses qui m'enrichissent énormément. J'ai l'impression que, vu qu'on commence nos instruments très jeunes, ce qui permet de tenir dans la longueur, c'est de continuer à apprendre. Et pour moi, c'est ces rencontres qui m'apprennent beaucoup. Donc du coup, au niveau de ma carrière, ça a été m'investir dans la création, faire des commandes à des compositeurs, défricher des nouvelles partitions et puis petit à petit fabriquer des spectacles. Et depuis, je navigue vraiment entre des concerts très classiques, en solo ou en musique de chambre, et puis les spectacles. Voilà. Et en fait, tout ça me permet de partager ma musique ou mes musiques, mes partitions à un public très varié. Et ça m'importe beaucoup. Dans les différents spectacles que tu as fait, à part avec ce circassien, quelle autre discipline t'a accompagné au violoncelle? Par exemple, peut-être la plus rigolote, c'est avec la cuisine. J'ai créé un spectacle qui s'appelle La Rose des Vents, il y a quelques années. Et donc ça, c'est né de la rencontre avec un artiste cuisinier, ancien historien et très curieux de toutes les musiques, très passionné de musique. Et donc c'est un personnage assez extraordinaire. Et donc on s'est rencontrés, il y a eu vraiment, on pourrait dire un coup de foudre, hein, comme à chaque fois dans ces rencontres-là. Et moi, ça faisait longtemps que je me disais, oh là là, marier les plaisirs de la dégustation, de la nourriture, de ce sens-là, quoi, avec la musique, ça doit être formidable. Et donc là, on a réfléchi ensemble et on s'est retrouvés autour de la bouillabaisse. Et donc, cette marmite de bouillabaisse, il y a un tas d'histoires à raconter autour de ça. Et c'était très inspirant pour les compositeurs, compositrices que j'ai sollicités. Et donc voilà, on a créé un spectacle où je joue 4 œuvres de musique de création de grands compositeurs et compositrices. Emmanuel cuisine sa bouillabaisse et raconte tout un tas d'histoires sur l'humanité et sur cette recette. Et puis ensuite, tout le monde mange la bouillabaisse. Et du coup, évidemment, pour moi, c'est aussi un moyen, une stratégie de faire entendre de la musique contemporaine à des gens qui ne seraient jamais allés à un concert de musique contemporaine. S'il n'y avait pas eu à manger. Voilà, s'il n'y avait pas eu à manger, s'il n'y avait pas eu le spectacle, s'il n'y avait pas eu le théâtre qui accueille ce spectacle. Donc, voilà, ça pour moi, ça me réjouit toujours. C'est vrai que si on sent le plat qui se cuisine, ça fait passer aussi le temps si on n'est pas très sensible à la musique contemporaine. Ou alors, petit à petit, on s'habitue. On associe les deux, ce plaisir qu'on connaît et quelque chose d'inconnu. Tout à fait. Il y a le plaisir, effectivement, puis il y a le plaisir du décor, de la scénographie. En fait, dans ce spectacle, nous, on a énormément travaillé la convivialité, l'accueil des gens, le fait de prendre soin de ça. Et du coup, c'est beaucoup plus ludique que se poser dans une salle dans le noir et se dire je vais écouter 1 heure de musique contemporaine. Enfin, je veux dire, même pour moi, c'est pas évident. Donc,
de musique ou de musique de création, je comprends qu'il ne va pas aller au concert de musique contemporaine. Alors que là, c'est vrai qu'il y a tout le décorum et tout l'accueil qui fait que ça devient peut-être étonnant, mais pas rébarbatif. Voilà. Ça, c'est vraiment mon obsession, c'est de, comme on dit, prendre les gens par la main pour leur partager ça. Je trouve ça la moindre des choses, quoi. Voilà. Une autre discipline, beaucoup plus classique, il y a eu le théâtre. On a fait un spectacle qui s'appelait Bachelard Quartet avec une très grande compagnie de théâtre qui s'appelle La Belle Meunière. Donc là, c'était des semaines et des semaines de résidence avec ma partenaire Jeanne Bleuze au piano, un comédien, Pierre Meunier, et donc vraiment travailler la musique et le texte au plateau. Ça, c'était absolument passionnant, d'autant qu'on parlait des éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu. Donc voilà, c'est des matières qui, musicalement, donnent plein de possibilités. Voilà, on a parlé de la cuisine, on a parlé du cirque, et pour la suite, je rêve de magie, par exemple. Je rêve de Pantin, de l'aspect marionnettique aussi, qui pourrait, avec lequel j'aimerais bien m'associer. Enfin voilà, il y a encore plein d'envies. C'est pas du tout que je considère que la musique se suffit pas à elle-même. Moi, ça me va très bien, la musique toute seule. Mais en tout cas, moi, dans mon parcours personnel, ce qui me pousse toujours vers l'avant, c'est de me dire, ouais, je vais pouvoir rencontrer tel artiste, et je vais pouvoir comprendre comment il fonctionne, et je suis toujours pleine d'admiration. Je vais beaucoup au spectacle dès que possible, et je suis un peu comme une enfant subjuguée par tout ça, tout ce qui est possible, quoi, dans le spectacle. Donc ça, c'est vraiment une envie permanente, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes partager aussi, notamment pédagogiquement, notamment avec les ateliers du violoncelle? Est-ce que tu encourages les jeunes à s'ouvrir à d'autres disciplines? J'ai pas besoin de les encourager, parce que les jeunes qu'on rencontre aux ateliers du violoncelle, ils sont dans cette démarche-là de toute façon. C'est des aventuriers en général, c'est pour ça qu'ils font les ateliers du violoncelle. Alors j'ai pas besoin de les convaincre. Ils sont plutôt dans une demande, je dirais, de soutien et d'accompagnement de ça. Ce qu'on essaye de faire, c'est de les réconforter et de leur donner l'autorisation de le dire, voilà, d'essayer des choses avec nous, et après de les accompagner si besoin pour la suite, quoi. Mais bien sûr que je l'encourage, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est indispensable. C'est un mouvement tout à fait naturel qui est en train de se produire, de croiser les disciplines, de croiser les arts. Et moi, personnellement, je m'y retrouve complètement. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le concert est obsolète, loin de là. Moi, jouer seule dans une chapelle ou dans un jardin ou dans une salle de concert, j'adore. Mais je pense qu'il faut de tout. Après, par exemple, ce que j'encouragerais, c'est aussi jouer, alors c'est pas évident, mais jouer en dehors des salles de concert aussi. Parce que j'estime que c'est important pour tout le monde d'avoir accès à la musique. Alors après, les gens aiment ou n'aiment pas la musique qu'on joue, bien sûr, c'est complètement ouvert à tous les débats, enfin voilà. Mais au moins que ce soit possible, parce que je pense que la musique peut faire du bien vraiment à beaucoup de monde, à beaucoup de gens. Avec mon expérience, j'ai des témoignages maintenant de vie, de concerts, de gens où je sais à quel point la musique peut apporter un moment de réparation, ou un moment de bien-être, ou un moment de douceur, ou un moment d'évasion. Et je pense que c'est important que ce soit accessible aux gens qui ne vont pas aller forcément dans les salles de concert, ou qui n'y ont pas accès. Ça, je l'encourage.
Mais c'est pareil, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont dans cette démarche-là. C'est très intéressant hein, ce que tu racontes. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Non, j'ai l'impression que du coup, ce qui est en train peut-être de se dessiner, de ce qu'on se dit, c'est que finalement, je suis passée d'une carrière de super soliste à quelque chose de plus alternatif, quoi. Et peut-être ça veut dire que c'est possible aussi de changer un peu le cours des choses ou de... Voilà, peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'était peut-être le deuil à faire de ça, de ce qui était prévu. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu avais l'occasion de changer les choses, tu penses que tu aurais été heureuse avec une carrière de super soliste? C'est difficile comme question. Hein. Je me la pose encore, ça arrive. En fait, je me la pose encore parce que c'est pas si évident de garder un pied dans une carrière de musicienne classique, on va dire, et un pied dans une carrière de, pour dire rapidement, directrice de compagnie, c'est-à-dire voilà, développer cette vie-là de création de spectacles, etc. Et garder les deux, c'est franchement un sport, pour le coup. Moi qui n'aime pas le sport, là c'est sportif. Et il y a des moments où je crains, j'ai peur de perdre cet ancrage dans la vie de concertiste. Et là, quand j'ai ces moments de peur, je me dis, ah non, mais en fait, moi c'est ça que je veux, c'est ça que... je veux continuer à jouer de la musique classique, à jouer de la sonate, du quintet, du quatuor, j'ai des moments de panique. Et là, je me dis, oh, est-ce que j'aurais pas mieux fait de rester dans cette branche-là? Et après, quand la panique s'en va, je me dis, oh là là, je crois que je tiendrai pas très longtemps sans le besoin de rencontrer d'autres disciplines, par exemple, quoi. C'est vrai que je pense que mon appétit d'aller voir des spectacles, il aurait besoin de se vivre aussi sur scène. Je pense pas que aujourd'hui, je pense que je pourrais pas m'en passer. Je le vois bien quand là, par exemple, on prévoit une grosse fête autour de la sortie de mon disque. Donc on prévoit une soirée voilà, un peu d'envergure avec plusieurs invités, beaucoup de musiciennes, de chanteuses, etc. J'ai toujours besoin qu'il y ait une touche spectaculaire. Voilà, maintenant c'est quelque chose qui est complètement indispensable. Donc non, si c'était à refaire, je pense que je referais plus ou moins la même chose. Mais c'est quand même, comme je le disais tout à l'heure, c'est sûr que quand je me suis retrouvée dans ces âges-là, autour de la vingtaine, c'était compliqué. C'était très compliqué de faire le deuil de ça. J'ai l'impression qu'on nous raconte beaucoup que c'est ça ou un truc pas terrible, quoi. Et c'est comme je dis souvent, c'est la belle robe de concert où c'est que c'est raté, quoi. D'ailleurs, par exemple, dans le spectacle avec le cuisinier, j'ai une robe pas de concert, j'ai une robe assez simple, belle mais simple. Et je vois bien que les gens sont un peu perplexes de se dire mais cette violoncelliste, elle a l'air de jouer bien, mais en même temps, elle n'a pas la robe de concert. Je vois bien qu'il y a quelque chose, en tout cas, pour les gens qui est un peu figé dans cette idée que la super soliste, c'est la grande salle, c'est la grande robe de concert. C'est même une attitude, je dirais. Ça colle pas avec quelqu'un qui vient à proximité. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que je pense pas que la musique s'arrête à
oui, comme je disais tout à l'heure, ce décor un peu carcan, je ne crois pas du tout. Je crois que la musique, elle va beaucoup plus loin que ça. Et tu nous parlais de ton dernier disque à l'instant. Qu'est-ce que tu joues dedans? Alors ce disque, il s'appelle Ricoche. Ça y est, je l'ai reçu, mais il n'est pas encore sorti officiellement. Il sort en mai. Et donc Ricoche, c'est un disque que j'ai longuement mûri. En fait, donc, comme je le disais, j'ai un peu commencé mon parcours personnel avec la rencontre avec des compositeurs et le fait de faire des commandes. Et donc, ça fait plus de 10 ans que je fais des commandes. Moi, c'est toujours un peu un moment magique de recevoir ces pièces et de me dire « Waouh, qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'elle a écrit comment c'est possible d'avoir cette idée-là? Ah ouais, ça fait sonner le violoncelle comme ça, c'est vraiment génial. » Bref. Et donc, ces commandes, moi, je les joue très régulièrement, soit dans les concerts, soit dans les spectacles. Et puis, comment dire, elle me constitue maintenant. Enfin, c'est vraiment comme les suites de Bach, c'est des choses qui font partie de mon identité de musicienne. Et c'est devenu très important pour moi de les enregistrer. Mon dernier disque solo, c'était les suites de Britten. C'était un peu en hommage à ce Jean-Guyen Terrasse qui m'avait tant marqué à l'époque. Et je crois bien que c'était son premier disque solo aussi, les suites de Britten. Et oui, c'était un peu, comment dire, un clin d'œil, une citation à son parcours. Et j'ai adoré plonger dans la musique de Britten. Vraiment, ça a été la régalade, quoi. Et je les joue toujours. Et là, j'avais vraiment envie de dire, il y a eu Britten et maintenant on est dans la musique d'aujourd'hui. Et donc je vous présente ces pièces que je joue depuis des années, que j'aime énormément, que je me suis complètement appropriées. Et puis c'est aussi une manière de les partager parce qu'en fait il n'y a pas que moi qui peux jouer ces pièces, même si je les ai commandées. Elles sont pour tout le monde, enfin il n'y a pas d'exclusivité. Donc ça me semble important que les jeunes violoncellistes par exemple ou les violoncellistes soient au courant qu'elles existent. Et ça me paraît important que le public les entende. Alors je ne sais pas si ce disque sera vendu à des centaines et des centaines d'exemplaires. Je ne suis pas forcément très optimiste là-dessus, sur le fait qu'un disque de musique contemporaine puisse déclencher la passion chez des foules de gens. Mais en tout cas, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ce soit accessible au plus grand nombre, notamment en imaginant une sorte de dramaturgie dans ce disque. Et comme je le disais tout à l'heure, prendre les gens par la main et raconter une histoire. Et donc, ce disque, vraiment, du début jusqu'à la fin, pour moi, il y a un fil qui est tendu et c'est un peu comme une balade, quoi, comme une promenade, comme un parcours. Et j'ai demandé à un compositeur, Jean-François Vraud, qui est violoniste de musique traditionnelle et conteur, d'écrire une pièce pour ce répertoire et pour faire le lien entre toutes les pièces. Et du coup, je raconte le mythe de Echo et Narcisse et en plusieurs chapitres, et les chapitres sont intercalés entre les différentes pièces. Et du coup, ce que j'aime beaucoup dans ce disque, c'est que je raconte cette histoire de Echo, mais du coup, à chaque fois, on ouvre une fenêtre vers une pièce. Alors, il y a une pièce Drink Me de Frédéric Pattard qui est extrêmement aquatique, avec des sonorités très, très, très étonnantes, presque électriques. Parfois, c'est une pièce qui parle des vents. Il y a aussi les papillons de Kaya Saariaho. Alors ça, c'est la seule pièce que je n'ai pas commandée, mais qui est très importante pour moi, d'autant plus que Kaya Saariaho est décédée il n'y a pas longtemps et que c'est quand même qu'elle a énormément écrit pour le violoncelle, des pièces magnifiques. Donc il y a ces papillons de Kaya Saariaho qui font entendre des battements d'ailes de papillons avec le violoncelle. Donc c'est absolument génial. Enfin voilà, donc dans ce disque, pour moi, c'est l'idée que
chapitre après chapitre, on rentre dans un nouveau paysage. Et voilà, j'espère que c'est ce que vous allez vivre en écoutant ce disque. En tout cas, c'est ce que je voulais partager. Bah, merci beaucoup pour avoir partagé ça. Et puis, de toute façon, le lien de ton disque, il est juste en toute cette vidéo. Donc voilà, tout le monde peut aller le découvrir. Mais en tout cas, vraiment un grand merci à toi, Noémie, pour avoir partagé tout ça. Ces sujets si importants et, comme tu le mentionnais tout à l'heure, un peu tabou de problèmes corporels des violoncellistes. C'était très précieux, donc merci beaucoup. Bah, merci. Et puis, le violoncelle, c'est pas que des problèmes corporels, c'est quand même un instrument magique pour raconter un tas de choses et faire entendre des sonorités extraordinaires. Donc oui, ça vaut le coup de bien s'entretenir pour être bien avec son instrument. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Bah, en tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite de tes projets, une bonne continuation. Merci. Et puis, quant à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo, dans les commentaires, parce que Noémie ou moi serons ravis de vous répondre. Encore merci à toi, Noémie. Merci, Jeanne. Puis à bientôt, avec plaisir. Oui. Au revoir. Au revoir.